Aujourd'hui, le plus grand risque d'une catastrophe globale ne ressemble pas à ça, mais plutôt à ceci. Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les décennies à venir, ce sera très probablement un virus très infectieux plutôt qu'une guerre. Tout ce qui arrive, disons, dans l'histoire est absolument inattendu, inouï, surprenant. Il faut s'attendre à tout. En 1929, le monde entier commença à s'agiter. C'est le grand écroulement de la banque, les chômages se multiplient, c'est la misère. Franklin Delano Roosevelt va, avec le New Deal, remettre l'Amérique sur pied. Quand on regarde l'histoire économique sur 200 ans, c'est-à-dire la révolution industrielle, on observe certains rythmes, une irrégularité du progrès technique. Schumpeter a observé que l'innovation, c'est-à-dire l'introduction du progrès technique, était irrégulière et que la croissance est un processus de destruction créatrice. Les villes d'hier n'étaient souvent qu'un agglomérat sans esprit. Le Corbusier reconstruira les cités françaises, donnera une nouvelle forme aux quartiers effacés par les bombes. Il y a fort longtemps que les géologues nous disent que les ressources de pétrole sont limitées à travers le monde. Mais cela ne nous a pas empêchés d'avoir de plus en plus de voitures. Il a fallu des troubles au Moyen-Orient pour réaliser tout d'un coup que ce pétrole était quelque chose de cher, de rare. Il s'est produit certainement une prise de conscience à ce niveau. Face à cette situation de crise, c'est de tout faire pour que cette crise débouche sur un progrès au lieu de déboucher sur une catastrophe. Pour économiser et garder votre santé, tenez, prenez le bus. Le bus et la marche à pied, c'est bon pour la santé. Et puis, dans le bus, on se parle. 100 millions de personnes viennent chaque jour faire des achats sur nos plateformes. Alors même si on prend des frais de publicité très petits, ça suffit pour nous rendre assez riches. Dans les sociétés, c'est en période de crise que se réveillent ces forces qui sont capables de créer le nouveau. Chaque individu, donc, a en lui ses capacités. S'adapter, c'est pas faire tabula rasa du passé, c'est reconstruire des choses nouvelles avec des innovations. Ça doit être atteignable de construire un respirateur. En 48 heures, on a trouvé le lieu, les machines. Si on arrive à en faire 4 millions le mois prochain ensemble, on sera les meilleurs d'Europe. Pas moi. On, vous. On est dans une époque d'apocalypse. L'apocalypse, ça veut dire la révélation. Il y a effectivement une mise à nu. Le monde de l'innovation est plus important que jamais. On peut utiliser l'informatique pour améliorer le monde, pour mieux utiliser l'éducation pour les enfants, les biotechnologies aussi, avec les nouveaux vaccins à inventer, faire en sorte que les 1 milliard les plus pauvres bénéficient de ces innovations. D'essayer de faire vivre les autres, de ne pas transmettre la maladie, de s'occuper des plus vieux, des plus jeunes. La première question, c'est de savoir quelle place on veut dans le monde de demain pour l'homme. Je dirais, on avait perdu le futur. Et d'un coup, on a un futur, c'est un monde différent. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont là, bonjour à ceux qui nous rejoignent à distance. Je m'appelle Delphine Horviller, je suis écrivain et je suis rabbin. Et je sais que peut-être en cet instant, il y a plusieurs catégories de personnes avec nous dans la salle ou à distance. Il y en a qui se disent « Ah bon, mais il y a des femmes rabbins ». Tiens, je ne savais pas, personne ne nous avait prévenu, c'est quand même bizarre.
Et puis il y a une autre catégorie de personnes qui se dit tiens, c'est bizarre, mais pour un rabbin, elle ne ressemble pas du tout à Louis de Funès dans Rabbi Jacob. C'est vrai. Et puis il y a peut-être une troisième catégorie de personnes qui se dit, et peut-être à juste titre, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Quel rapport entre la cité de l'économie et des métiers de demain et l'intervention d'un leader religieux pour ouvrir aujourd'hui notre forum? Effectivement, je voudrais remercier les organisateurs pour leur invitation et aussi peut-être les féliciter pour leur culot et une certaine audace dont ils font preuve. Je dois en effet vous avouer que j'ai trouvé très original et audacieux de leur part d'inviter un leader religieux à venir parler du sujet de l'antifragilité, ou pour le dire autrement, selon la théorie qui a été énoncée par Nassim Taleb, la capacité d'un système à changer, à faire avec le bouleversement, avec la crise, à douter de lui-même et de nous tenir aujourd'hui dans ce forum, dans la cité des métiers de demain, parce que s'il y a vraiment un univers qu'on n'associe pas du tout à la capacité de douter et avec l'idée de l'innovation professionnelle ou l'idée des nouveaux métiers, eh ben je crois que c'est vraiment celui du monde religieux et de la vocation religieuse. Et là, c'est pas du tout un scoop, je vais pas vous étonner. Généralement, l'idée qu'on a des religions, c'est qu'elles ne sont pas vraiment fondées sur le changement, mais au contraire, bien souvent, sur l'idée du dogme immuable et l'éternel et éternel, sur l'idée que rien ne doit changer ou que selon les mots de l'Ecclésiaste dans la Bible, il n'y a rien de neuf sous le soleil, qu'il faut s'efforcer de ne pas aller trop vite dans les changements, peut-être de revenir au bon vieux temps, à ce qu'on a toujours dit, à ce qu'on a toujours fait. Et c'est vrai que dans toutes les traditions monothéistes, cette idée est aussi vraie vraiment dans toutes nos traditions monothéistes. Les prêtres, les imams, les rabbins ne sont pas exactement généralement les champions de l'innovation professionnelle ou de la réinvention de carrière, mais au contraire font souvent perdurer le monde tel qu'il était, tel qu'il devrait rester. Et de fait, bien souvent, les religions, toutes traditions confondues, sont plutôt championnes d'un autre discours qui n'est pas du tout celui de l'antifragilité, mais c'est un discours qui consiste plutôt à dire « la crise ne nous changera pas ». Et d'ailleurs, qui sommes-nous pour changer quoi que ce soit à ce monde tel que nous l'avons connu? Revenons au bon vieux temps et évitons, dans la mesure du possible, de douter. Alors, comme vous pouvez peut-être l'imaginer ou le supposer, en tant que femme et que leader religieux femme, c'est un discours que j'ai très très souvent entendu. Ce discours qui consiste à dire « on n'a rien du tout contre les femmes, mais de là à les mettre à la tête d'une institution religieuse, c'est pas exactement leur place, c'est pas là où elles devraient se tenir. Le féminin devrait plutôt être réservé au monde sacré du foyer, de l'épousaille, de la maternité, au monde du dévouement, au monde de l'écoute, de la bienveillance, mais surtout pas à celui des lieux de culte. Vous le savez, les religions monothéistes ont souvent en commun quelque chose, un détail sur lequel elles parviennent à tomber presque toutes d'accord, même quand elles ne sont d'accord à peu près sur rien d'autre. Et c'est le fait de se dire « méfions-nous des femmes ». Et la mise à distance des femmes des sphères de pouvoir et du leadership est généralement motivée par des arguments qui apparaissent a priori comme étant assez bienveillants. Généralement, l'élément qui est mis en avant a beaucoup à voir avec la fragilité, avec la vulnérabilité essentielle du féminin qu'il s'agirait de préserver, de protéger, et qui justifierait qu'on le laisse à une place définie et de préférence loin du pouvoir. Alors je suppose que peut-être d'une certaine manière, c'est pour cela, pour vous raconter un peu de mon cheminement dans ce monde, qui n'est pas celui de l'antifragilité, que les organisateurs m'ont demandé d'introduire votre discussion et cette journée de travail sur ce thème. Et effectivement, depuis des années, depuis que j'ai choisi d'emprunter ce chemin que certains jugent original et d'autres inédit, je me suis beaucoup intéressée à la question qui est au cœur de la théorie de Nassim Taleb dont vous allez parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui permet à un système de changer dans la crise? Qu'est-ce qui permet de se relever d'un impact, de se relever d'un choc ou d'un traumatisme
quel qu'il soit, sans effacer ce qui lui est arrivé, mais en tentant de faire avec ce qui lui est arrivé, pour progresser, pour croître, pour grandir. Et parce que mon métier, qui n'est pas du tout un nouveau métier, mais qui est un très très ancien métier, est centré sur le texte et sur l'étude du texte, en fait, sur l'exégèse des récits ancestraux et des récits sacrés, parce que oui, en fait, si vous me posez la question, c'est ça le métier d'un rabbin, en fait, on lit des textes de la tradition et puis on les interprète. Alors je me suis beaucoup intéressée à la question de la fragilité, de la résilience, et aussi à la question de la force du leadership dans nos textes sacrés respectifs. Et j'ai très vite constaté qu'il y avait un paradoxe gigantesque, ce qu'on pourrait appeler peut-être un malentendu énorme qui mérite quelques éclaircissements, ou peut-être qu'on pourrait définir comme un secret bien gardé que je vais maintenant vous révéler. Alors, pour vous donner ces quelques éclaircissements, j'ai besoin de vous emmener avec moi quelques minutes dans le monde de la Bible, dans le monde des récits sacrés pour différentes religions. Et peu importe que vous soyez pratiquant ou pas, que vous soyez croyant ou pas, que vous vous définissiez comme religieux ou pas du tout, que vous considériez que ces textes sont une vérité historique et sacrée, ou qu'ils sont une pure invention de l'humanité à laquelle vous ne souscrivez aucunement, en fait, la question n'est absolument pas là. Ces textes sacrés qui fondent nos civilisations sont des héritages qui structurent nos inconscients et qui structurent nos sociétés profondément. Et donc, il est essentiel de pouvoir s'y pencher. Alors, plongeons ensemble, si vous le voulez bien maintenant, dans le texte. Je vous invite en cet instant à mobiliser vos souvenirs d'enfance, peut-être vos souvenirs de, je ne sais pas, de catéchisme, de Talmud Torah, d'école coranique, voilà. Une culture générale, peut-être, et à me retrouver. Voici le secret d'un gigantesque malentendu religieux. Alors, on s'imagine que nos traditions encensent la stabilité, la puissance, la solidité, le fait de ne pas questionner, le fait de croire dur comme fer, de croire à ce qui est gravé dans la pierre de façon éternelle. On pense que les hommes de nos textes religieux sont des gens qui refusent le doute, ou qui vont incarner la solidité virile, permanente et inaltérable. Et puis quand on lit, ou quand on relit, ou quand on re-relit, eh ben on découvre un peu autre chose. Alors laissez-moi par exemple vous présenter quelques héros bibliques que beaucoup d'entre vous connaissent, ou dont au moins vous avez entendu parler. Par exemple, je vous présente un certain Abraham. Vous savez, Abraham, dans la Bible, c'est le père de tous les monothéismes. C'est un homme qui incarne la force du patriarche dans la Bible, mais pas de bol, une bonne partie de son existence, Abraham est stérile. Il ne parvient pas à avoir une descendance. Alors on imagine bien dans quelle situation de crise personnelle ça va le placer dans le contexte de cette société très patriarcale. Et puis un beau jour, il a un fils qui naît miraculeusement, qui s'appelle Isaac. Et Isaac, lui, autre personnage célèbre de la Bible, incarne une capacité visionnaire. Dans le texte et dans la tradition religieuse, Isaac est visionnaire, mais pas de bol. Il est décrit dans la Genèse comme étant aveugle une bonne partie de sa vie. Isaac est malvoyant. Et je vous laisse imaginer dans quelle vulnérabilité il se trouve. Lui succède un troisième homme que vous connaissez sans doute, qui dans la Bible s'appelle Jacob. Et Jacob, lui, il incarne la droiture, la rectitude, la verticalité. Et bien, vous savez quoi ? On sait une chose de lui un jour, ou peut-être une nuit, pas près d'un lac, mais près d'une rivière. Un jour, il combat contre un ange, il va lutter, et au petit matin, après cette lutte acharnée, elle se conclut par le fait que sa hanche se déboîte, et ça a pour conséquence de le faire boiter, claudiquer tout au long de sa vie. Je vous résume un instant la situation dans la Bible. Ces héros qu'on imagine incarner la solidité, la non-fragilité, eh ben, au début de la Genèse, ils sont respectivement un patriarche stérile, un visionnaire aveugle et un type droit qui boite.
Et c'est pas tout. Là où les choses se compliquent, et pardon pour ce résumé de la Bible en 3 minutes, voilà, je vous ai fait un spoiler total de toute la première partie du récit, le pompon, le summum du leadership paradoxal, il surgit dans la Bible quand entre en scène un héros célébrissime que vous connaissez tous, vous le connaissez forcément si vous avez vu les 10 commandements, avec ou sans Charlton Heston, ou si vous avez vu le prince d'Égypte dans la version dessin animé. Je veux parler de Moïse, l'homme qui va devenir le porte-parole suprême du divin, l'homme que Dieu s'est choisi pour parler à la place du divin à tout un peuple. Et ce porte-parole, celui qui remplit cette fonction, est un homme qui, selon les commentateurs bibliques, a une particularité, je ne sais pas si vous la connaissez ici, Moïse bégaye. Je résume la situation. Dieu choisit pour porte-parole le seul type, le seul candidat au poste qui a un défaut d'élocution qui, par définition, ne lui permettra pas de remplir le job. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont DRH ici, ou voilà, c'est assez surprenant. Mais vous me suivez, ce que je tente de vous démontrer là, et qui est, je crois, totalement lié au sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la chose suivante. Nos civilisations sont fondées sur des textes que nous nous transmettons et qui sont censés énoncer des vérités ou des sagesses qui nous guident et qui nous inspirent. Et ces textes disent bien souvent que l'histoire dépend non pas de la force de ces héros, non pas de la force de ces acteurs, non pas de leur certitude ou de leur puissance inatteignable, mais paradoxalement de leur vulnérabilité, de leur handicap, de tout ce qui va les faire douter, ce qui va les faire interroger leur pleine légitimité et qui paradoxalement va les rendre légitimes à exercer leur rôle dans l'histoire. Ce sont des êtres qui sont rendus puissants de leur impuissance, qui sont rendus forts de leur vulnérabilité. Et ces héros de la Bible ne sont pas choisis malgré ces handicaps et ces vulnérabilités, ils semblent être choisis justement parce qu'ils vivent avec elles et qu'ils apprennent à faire avec et qu'ils se relèvent et qu'ils cheminent avec leurs failles et avec leurs cassures. Il n'y a d'ailleurs aucun moment dans la Bible qui raconte ça mieux qu'un célèbre épisode que vous connaissez peut-être, et après je vous promets que je vous laisse tranquille avec le récit biblique. Mais il y a ce moment, vous vous souvenez peut-être, où Moïse descend du mont Sinaï avec les tables de la loi entre les mains, et là qu'est-ce qu'il fait en arrivant en bas? Plaf, il fracasse les tables au sol. Ça peut sembler complètement fou, il a entre les mains quelque chose de sacré, dur comme la pierre, voilà, solide, sacré. Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne dans la brisure à tout un peuple ou à chacun d'entre nous que pour continuer la route, il faut apprendre à vivre avec ce qui est cassé, avec les brisures, avec l'incomplétude, le deuil, tout ce qui n'est pas si solide, qui n'est pas si définitif, si fini ou si incassable dans nos vies. Et chers amis, je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment en fait pour parler de ça qu'aujourd'hui, en un temps de crise, en ces temps que nous traversons, où tant d'entre nous ont eu le sentiment, ou continuent d'avoir le sentiment, ou le savent, qu'ils vivent des deuils, le deuil d'être cher quand la mort a frappé, le deuil parfois d'être aimé, mais parfois le deuil d'une certaine façon d'être au monde que la crise est venue interrompre, le deuil du monde en fait, tel que nous l'avons connu. Autant de failles qui nous obligent à nous demander ce que pourrait être effectivement une forme de résilience. Mais ce terme a été beaucoup galvaudé ces dernières années. Il semble à beaucoup d'entre nous qu'on l'a un peu trop utilisé et qu'il mériterait peut-être d'être repensé, redéfini, parce que lui aussi fait bien souvent l'objet d'un malentendu. Vous savez, quand surgit une crise, un drame ou un traumatisme dans la vie d'un être, dans la vie d'une famille ou d'une entreprise ou d'une nation, eh bien, certains s'imaginent qu'il faut s'en relever et qu'il faut apprendre à recoller les morceaux, à colmater vraiment toutes les failles, reconstruire une vie comme si la tragédie n'avait pas frappé. Et ça, c'est faux, parce que les pierres brisées et les édifices détruits de nos vies ne peuvent en fait jamais se colmater, elles ne peuvent pas se recéler. Mais au contraire, l'enjeu de nos existences est peut-être exactement de faire l'inverse. C'est une tentative de vivre avec le cassé, avec ce qui ne sera plus jamais, avec ce qui ne sera plus jamais complet, avec ce qui ne sera plus jamais pur, et accepter que nos identités puissent changer parce qu'une crise est passée par là et parce que l'histoire, de fait, nous a fait devenir autres. Alors vous entendez bien là que ce dont je suis en train de vous parler, c'est pas du tout de la philosophie religieuse. On pourrait même dire que c'est plutôt
de la politique, ou peut-être de la psychologie individuelle ou collective, ou de la psychanalyse. En fait, face à la crise, on le sait, et je pense qu'on va bien s'en apercevoir cette année, certains tiennent des discours séduisants et promettent à d'autres que s'ils avaient le pouvoir, eh bien, il nous permettrait de revenir au monde d'avant, à un bon vieux temps, à une époque où tout était plus clair, à une époque où tout était plus simple, tel qu'il se l'imagine, dans une nostalgie particulière d'un temps plus pur. Et ce discours de pureté, on le sait, qu'il soit tenu dans le monde religieux ou ailleurs, est toujours un discours dangereux, parce qu'il est par excellence le discours de la force qui refuse l'antifragilité dont vous allez parler. Et il fait croire qu'on pourrait se débarrasser de ce qui nous a changé et qu'on pourrait revenir facilement à l'état d'avant. Mais en fait, cela n'arrive jamais. Alors je voudrais conclure, maintenant je ne sais pas combien de minutes il me reste, voilà. Je voudrais conclure cette réflexion avec une petite réflexion plus personnelle, partager certaines des lectures qui m'ont inspirée pendant la traversée de cette pandémie. Au début de la crise, quand nous sommes tous, vous en souvenez, rentrés en confinement, comme beaucoup de gens, j'ai moi aussi cherché à m'occuper. Alors j'ai vu beaucoup de séries télé, je suis sûre que vous aussi. J'ai cuisiné, avec plus ou moins de succès. J'ai fait semblant de faire du sport. Et puis ensuite, je me suis mise à lire plein d'articles. Et notamment, je me suis mise à me passionner pour des articles de virologie et d'immunologie et de médecine que je trouvais. Il se trouve que j'avais fait des études de médecine dans une vie passée. Et j'ai fait des découvertes qui m'ont beaucoup inspirée, que je voudrais partager avec vous maintenant. J'ai lu, par exemple, quelque chose que vous savez peut-être, mais une idée avec laquelle je voudrais conclure notre petite conversation. Les chercheurs et les biologistes estiment que 10 à 15% de notre ADN, de notre génome, est composé de gènes de virus. Pour le dire autrement, ça signifie que notre génome est assez largement composé de l'ADN des virus que nos ancêtres ont croisés et qui a fini par intégrer leur génome et donc, à la suite, le nôtre. Et en fait, les pandémies et les moments de crise qu'ils ont traversés et qu'ils ont su dépasser n'ont pas été évacués du système. Ils se sont comme intégrés à notre patrimoine génétique de telle sorte que, littéralement, nous sommes les enfants de leur fragilité. Nous sommes les enfants de leur vulnérabilité. Les crises du passé les ont changés et nous ont changés au point de devenir des éléments constitutifs du vivant, qui, exactement comme dans les théories de Taleb, nous ont permis en fait de devenir plus forts et mieux adaptés, paradoxalement, à notre environnement. Et pourquoi nous dire cela ? Pourquoi vous dire cela ce matin ? Parce que cette vérité biologique, en fait, elle a beaucoup de choses à nous apprendre, me semble-t-il, sur la psychologie humaine et peut-être aussi sur la psychologie des entreprises, à la fois sur le fonctionnement individuel et sur les fonctionnements collectifs. On est tous, les uns et les autres, parfois tentés de nous raconter nos histoires sacrées, nos histoires fondatrices, comme des inchangés, comme des récits de permanence ou des récits de stabilité. Mais nos histoires sacrées sont toujours celles qui refusent en fait la pureté des narratifs et qui acceptent de reconnaître combien, systématiquement, la rencontre avec les autres nous a bouleversés. Et je crois qu'à l'heure où des virus nous menacent, il est peut-être plus urgent que jamais de rendre virales nos intelligences, de rendre virale la conscience de nos vulnérabilités, de faire de la place dans nos récits à ceux et à celles dont on n'a pas toujours entendu la voix parce qu'on la jugeait trop fragile ou parce qu'on la jugeait trop menaçante. Les femmes, parfois, mais pas que les femmes. Tous ceux qu'on a tenus à distance, en s'imaginant que sans leur vulnérabilité, on serait plus fort. Merci beaucoup à vous tous.
Merci mille fois Delphine Orviller pour cette introduction combien éclairante, inspirante, qui nous aura peut-être même ouvert certains chakras pour rester dans le registre de la spiritualité. Je vous invite à rejoindre le public si vous le voulez bien pour suivre la suite de ces échanges. Eh bien oui, à crise exceptionnelle, moyen exceptionnel, cette crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant 19 mois a révélé notre fragilité en tant qu'individu, collectif, société. On s'est aperçu que pour avoir du Doliprane, eh bien, on était dépendant, qu'au pays de Pasteur, concevoir un vaccin, eh bien, ce n'était pas si évident que cela. Alors l'urgence a d'abord été d'y répondre au travers de dispositifs concrets, efficaces, ce que la région Occitanie a bien compris en déployant en un temps record son fonds anti-faillite doté de 100 millions d'euros pour soutenir les entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire. Mais au-delà de ces réponses immédiates à la crise, eh bien, se pose la question de l'après, du temps long. Comment s'adapter aux futures crises dont la fréquence vraisemblablement va s'intensifier? Eh bien, c'est à cette question que nous allons tenter de répondre avec nos prochains intervenants dans cette longue vue. Alors rassurez-vous, hein, l'ambition n'est pas d'augmenter encore un petit peu votre niveau d'anxiété qui doit déjà être bien élevé depuis un certain temps. Au contraire, avec ce rendez-vous prospectif ponctué de témoignages, d'éclairages très inspirants, comme avec Delphine Orviller à l'instant, de retours sur expérience avec nos prochains intervenants, de conseils aussi pratiques, parce que l'idée c'est de vous donner des billes, des outils pour ressortir de cette longue vue avec quelques idées en tête, de vous dire, ben voilà, je vais tenter ça dans ma boîte, je vais tenter ça dans ma vie. C'est un peu la volonté de cette longue vue. Eh bien, l'ambition de la Cité de l'économie et des métiers de demain, c'est de vous donner ces clés, ces pistes de réflexion pour envisager l'avenir avec confiance, avec un peu plus de sérénité, en ne faisant pas l'apologie de cette antifragilité. Point d'opposition ici entre fort et moins fort, fragile, antifragile. D'ailleurs, celle-ci n'est pas perçue comme une imperméabilité au bouleversement, puisqu'il s'agit au contraire de les embrasser, de naviguer avec eux et d'en faire des opportunités. Donc voilà, nous allons essayer d'entrevoir ensemble pendant cette longue vue qui se poursuit des modes de fonctionnement, des approches managériales, sociétales, qui deviendront probablement la norme dans les années à venir et qui vont nous permettre d'avancer aussi sereinement que possible dans un monde en perpétuel bouleversement. Ça, nous l'avons bien compris. Pour continuer à en parler, eh bien, je vais inviter à venir me rejoindre sur scène Christophe Carniel, cofondateur et dirigeant de Vogo, et Julien Granata, professeur à Montpellier Business School. Je vous en prie. Prenez place. Merci d'être avec nous tous les deux. Bonjour. Alors, je rajoute, Julien Granata, que vous êtes chercheur au laboratoire Montpellier Recherche en management. Voilà. Et d'ailleurs, vous ne venez pas les mains vides aujourd'hui puisque vous venez de faire paraître, c'est tout frais, hein, le timing est impeccable, il y a quelques jours, Management Libéré, 7 entreprises dévoilent leurs méthodes, agilité, performance durable et antifragilité, ça tombe bien. C'est aux éditions Duno, hein, je vous le recommande chaudement. Et justement, un petit point un peu de sémantique, Delphine Orviller en a un petit peu parlé, mais bon, vous êtes notre prof ici aujourd'hui. L'antifragilité, ce n'est pas un concept avec lequel nous sommes tous très familiers. Certains disent c'est un peu la résilience, c'est de la robustesse. C'est quoi les caractéristiques de l'antifragilité ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Delphine l'a très bien expliqué. Pour le dire très simplement, l'antifragilité, c'est la capacité à se renforcer au contact d'un choc, au contact d'une crise. Et pour le dire aussi différemment, finalement, les individus ou les organisations antifragiles ont besoin de chocs externes et de crises pour exprimer leur potentiel tout pleinement. Finalement, des individus ou des organisations antifragiles, à l'absence de crise ou de choc, vont se développer moins vite que si elles étaient confrontées à des crises ou à un choc. Très rapidement, si on doit le comparer à la résilience, il faut imaginer une courbe de développement classique d'une entreprise. Arrive un choc, une crise sanitaire par exemple, l'entreprise antifragile, face à ce choc, elle va augmenter, elle va se renforcer, elle va se développer, elle va changer, va trouver des nouveaux clients, des nouveaux marchés. Une organisation résiliente, face au même choc, elle va d'abord subir et avoir une capacité, une vitesse de rebond rapide pour rapidement se remettre à la norme, voire même avoir un effet d'apprentissage évidemment et augmenter un petit peu sa courbe. Donc l'antifragilité, contact d'un choc, pour le dire simplement, renforcement immédiat. En clair, la résilience, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et l'antifragilité, c'est l'hydre. On coupe la tête et 3 repousses. C'est ça, l'hydre de Lerne, oui, tout à fait. D'accord. Christophe Carniel, vous connaissiez ce concept d'antifragilité il y a quelques jours, pour préparer cette longue vue ? Oui, bonjour à tous. Alors moi, j'avoue que c'est un mot que j'ai découvert. Voilà, en toute sincérité, je connaissais pas le mot, et c'est Julien, quand il est venu
nous trouver en disant est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui s'est passé là au contact de cette crise sanitaire qui nous a signifié le mot. Voilà. Donc aujourd'hui, j'essaye d'apprendre ce que c'est que comme vous, le concept d'antifragile. Voilà. Je suis ravi d'être là aussi. Bon. Parce que justement, oui, vous êtes un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Vous étiez antifragile, mais vous ne le saviez pas. Parce que pour Julien Granata, Vogo, c'est un peu un cas d'école. Et justement, j'aimerais en parler un peu plus parce qu'on a envie de savoir quel a été votre parcours depuis 2 ans. Si on fait un petit retour en arrière, Vogo, il y a 2 ans, c'est une Sportec qui développe, corrigez-moi si je me trompe, c'est sous votre contrôle, qui développe des solutions live and replay pour les événements sportifs et puis pour les communications entre arbitres. Donc votre cœur de métier, c'est des solutions dans le sport. Mars 2020, on est tous confinés. Les événements sportifs, c'est terminé. Comment vous réagissez ? Alors, Stéphanie, on est toujours une Sportec. Ça, c'est notre métier. Voilà, donc le Sportec, c'est l'alliance de la technologie et du sport. Donc ça embarque effectivement la partie vidéo et audio, mais ça embarque aussi des technologies dans le domaine de la santé. Donc ça nous a permis de découvrir peut-être un autre élément de la Sportec. Effectivement, pour revenir sur ce qui s'est passé en mars 2020, donc une Sportec, nous en plus on développe des solutions vidéo à l'intérieur des enceintes sportives. Donc, vous imaginez bien que le jour où on apprend que tout le monde est confiné et que le sport s'arrête, notre activité avec. Et il se trouve que à ce moment-là, on encaisse le coup, mais au même moment, il se passe un événement qui fait que le directeur du centre de recherche du CNRS à Montpellier nous appelle en disant Christophe, on a peut-être quelque chose à proposer à Vogo qui consiste à intégrer un consortium dans un test salivaire au Covid, parce que vous avez des compétences en traitement d'image, vous avez des compétences, vous êtes à côté de chez nous, manifestement vous avez un peu de disponibilité de vos équipes de développement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous accompagner dans ce processus ? Donc là, on peut imaginer que c'est un virage à 180 degrés si on s'engage dans une aventure comme celle-là, ce que ça n'est pas en réalité, puisque on s'est engagé, les équipes se sont engagées, pas moi, ça a été une discussion très rapide entre toutes les équipes, mais avec je crois, une idée derrière la tête, c'était de refaire démarrer notre industrie, le sport. Et qu'on voyait à travers notre engagement la possibilité de contribuer à quelque chose qui s'était arrêté. Donc on l'a fait dans une logique au départ presque naturelle, certainement qui ne datait pas du moment où on nous a posé la question de participer, certainement qui relève plutôt d'un état d'esprit, je ne dirais pas d'antifragilité, puisque nous on prônait l'agilité, mais je pense que les termes ne sont pas très loin. Un état d'esprit d'agilité qui consiste à, quand on est en croissance, quand on est sur un secteur numérique où les tendances vont pas aussi vite que l'impact du Covid, mais les cycles économiques vont très rapides, on se doit d'être en permanence adaptatif, agile, et je crois que le fait que à la fois ce choc et cette opportunité nous ait été proposée a relativement et bien, d'abord a été apprécié par les équipes, et je pense qu'on a vécu une véritable aventure humaine avec les gens du laboratoire du CNRS, avec les équipes même du Montpellier Handball, puisque Patrice Canaillet va intervenir en représentant la région et a contribué à faire en sorte que les joueurs de l'équipe professionnelle participent à la réalisation de ce test salivaire. Donc je crois que tout ça a fait que ça a été une formidable aventure humaine et qu'on a absorbé le choc et qu'on s'est remis tout de suite dans un nouvel état d'esprit du travail, avec aujourd'hui finalement une corde de plus à rajouter à notre arc, puisque l'activité des solutions vidéo et audio a reprise, et en plus on a eu une appétence, si je peux m'exprimer comme ça, à intégrer une dynamique santé dans le monde du sport qui fait qu'aujourd'hui, ça accélère notre processus. Donc Vogon est ressorti grandi, en quelque sorte. Je ne sais pas si on est ressorti grandi. Je ne me permettrai pas de dire ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on en est sorti mieux qu'avant. Voilà. Donc, mieux dans nos têtes qu'avant. Et très, très content et très fier d'avoir participé à ce processus et d'avoir contribué modestement à la reprise de l'économie du sport, aux événements sportifs et à l'économie du sport et à la participation des gens au spectacle sportif. Julien Granata, je reviens à vous. Bon, si on s'accorde à dire que la seule certitude dans ce monde nouveau, c'est l'incertitude, que des bouleversements, il y en aura tout le temps, de plus en plus, est-ce que ça a encore du sens de faire des business plans, des plans stratégiques à 5 ans, de la planification ? Je parle à l'échelle d'une entreprise là notamment, ou est-ce que finalement tout ça, c'est oublié ?
Merci pour la question. Ce qui a du sens, c'est de donner du sens. C'est-à-dire que les prévisions, si vous relisez les prévisions économiques juste avant la crise de la Covid, vous allez voir que tout le monde s'était planté, parce qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Donc il va falloir vivre avec, on le savait, mais là ça devient une réalité. Donc fatalement, ce qui est dangereux, ce n'est pas le plan ou la prévision, c'est de s'enfermer dans le plan. Et s'enfermer sur le plan qu'on avait choisi. Alors, rapidement, on considère qu'à peu près 85% des individus, nous sommes tous frappés par le biais d'enfermement. Le biais d'enfermement, c'est je continue dans mon plan. C'est-à-dire que finalement, je vais aller taper 3 fois la tête dans le mur, mais je vais continuer à me dire non, on continue. Et dans les entreprises, ça conduit à quoi? Ça conduit à ceux qui les ont créés, ces plans parfois, à contrôler que tout se passe selon le plan. Donc ça fait quoi? Ça renforce le contrôle. Et évidemment, ça va à l'encontre d'une caractéristique qui est évidemment primordiale dans l'antifragilité pour une organisation. Tu l'as très bien dit, c'est l'agilité, pardon. J'ai dit le contraire. Donc, pour être agile, évidemment, il ne faut pas s'enfermer dans un plan. Des chercheurs ont étudié les entreprises qui se sont développées durant les dernières années, les 4 dernières années, et on considère qu'à peu près 14%, c'est statistique, des entreprises se sont développées au contact des crises. Et ce que l'on sait, c'est pourquoi, en fait, on se pose la question. Ce que l'on sait, c'est que ces entreprises avaient des capacités d'investir. En fait, elles ont bougé. Face à la crise, elles n'ont pas courbé les chines ou elles ne se sont pas enfermées dans leur propre plan. En fait, elles ont bougé. Les explorateurs ou les militaires savent très bien que le mouvement, c'est la survie. Et il faut libérer le mouvement. Face à une crise, en fait, il faut investir. Alors que lorsqu'on est une grosse entreprise robuste, on a les moyens, les investissements. Lorsqu'on est une start-up ou une PME et qu'on a encore cet esprit agile d'entrepreneur, finalement, le mouvement, il se fait par les projets, par l'optionnalité. On y reviendra certainement. C'est-à-dire que finalement, je suis contraint et bloqué dans mon développement. Je ne m'enferme pas dans mon plan et puis je vais lever une autre option. Je vais me développer sur un autre secteur d'activité. Sans la crise, je n'y serais pas allé de toute façon et je vais développer des projets. Donc les business plans, ça peut être un support, mais il faut savoir en sortir quand cela est nécessaire. Christophe Carniel, Vogo, c'est une société cotée en bourse. C'est quand même la figure imposée dans tous les communiqués des résultats semestriels. C'est obligé, l'AMF l'exige, c'est une question de transparence. Il faut parler des perspectives. Il faut dire, nous, on prévoit de faire tant d'EBITDA, tant de chiffre d'affaires à telle échéance. Comment on s'en sort du coup avec cet exercice? Est-ce qu'il a encore du sens? Comment ça se passe du coup avec les actionnaires? Est-ce que le message passe aussi bien maintenant ou est-ce qu'ils vous disent vous êtes gentil, comment vous pouvez le savoir? Alors, c'est vrai que quand on est en bourse, c'est un peu sport, c'est le cas de le dire, de gérer ce genre de situation, mais l'exercice est extrêmement bon. Il est certainement bon pour les investisseurs et les partenaires de l'entreprise, mais il est d'abord fondamental pour l'entreprise elle-même. Il est très structurant dans la stratégie qu'on veut mettre en œuvre, de savoir où on veut aller, à quel rythme, avec qui, avec quel taux de croissance, quel niveau de croissance, quel marché ciblé. Donc je pense que le business plan, il n'y a aucun doute, il est fondamental. Mais il faut savoir aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé là certainement se reproduira, qu'à tout moment, il peut être percuté. Voilà. Et je pense que c'est ça le message. Et ce message est relativement bien entendu. C'est-à-dire qu'on suit une stratégie de marche, mais il faut démontrer en parallèle une agilité qui fait que si à un moment donné, il y a un événement majeur qui vient percuter ce business plan, l'entreprise a les capacités à réagir et à faire face. Et est-ce qu'être coté en bourse, pour vous, en tant que dirigeant, ça aide à cultiver cette antifragilité, parce que c'est vrai qu'on entend souvent les dirigeants d'entreprises cotées nous dire faut avoir du souffle, faut avoir les nerfs bien accrochés quand même, parce que les cours, ils varient quand même très très rapidement et dans des mesures parfois importantes. Oui. En fait, mars 2020, quand vous êtes coté, votre action, elle fait moins 50%, mais plus 50% dans la même journée. Enfin, on a 2 jours d'intervalle parce que vous faites 2 annonces. Tout ça, pour moi, pardon de le dire comme ça, j'espère que le cours ne va pas réagir, ça n'a pas trop de sens. Enfin, si on regarde au jour le jour, ce qui m'intéresse, moi, c'est le projet de Vogo, c'est une construction moyen-long terme avec en perspective dans notre territoire ce qui s'est passé au Japon il y a très peu de temps, c'est-à-dire la double conjonction de grands événements sportifs comme la Coupe du monde de rugby, suivie des Jeux olympiques en 2024 et qui vont
j'espère, faire ce que les anglo-saxons ont fait il y a déjà plus de temps, comprendre que le sport peut être une vitrine de la technologie et qu'on peut innover dans le sport en faisant des choses qui demain seront pertinentes dans notre vie de tous les jours. Ça, pour moi, ça a du sens, et c'est ça le projet qu'on porte avec Vogo aujourd'hui. Après, c'est vrai que la volatilité des marchés boursiers, voilà, c'est un sujet pour lequel, déjà en tant que dirigeant, puisque vous me posez la question, Stéphanie, prendre un peu de recul par rapport à ça, et suivre sa logique, et moi, j'essaye de faire ça. Vous avez beaucoup parlé tous les deux de faire sens, que ce soit pour convaincre ces ingénieurs, ces équipes, Christophe Kerniel, de se lancer dans un projet pour développer un test salivaire, où au début on pourrait se dire, c'est pas forcément le métier de base, ok, on y va quand même, donc là ça implique de faire sens. Ça fait partie de ces fameuses soft skills dont on entend de plus en plus parler. D'ailleurs, Franck Ribuot, le PDG de Randstad France, est intervenu récemment à la Cité de l'économie et des métiers de demain pour en parler, de ce savoir-être, des soft skills qui sont de plus en plus valorisés par les entreprises. Est-ce que vous pourriez nous donner, Julien Granata, des recommandations sur ce qu'il faut en priorité cultiver maintenant, puisque ce ne sont pas les compétences d'avant. Les managers ne peuvent plus manager de la même manière, puisque d'ailleurs on voit que les métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Sur quoi s'appuyer, sur quelles qualités, et comment les cultiver au sein de son entreprise? Pendant la crise, avec ma collègue, la professeure Marine Meyer, on a étudié les adaptations des managers. Et finalement, et ça va dans le sens de ce que Forbes, je crois, il y a 2 jours, un article a été lâché disant que les chercheurs aujourd'hui sont tous... Les dernières recherches montrent que finalement, la principale qualité, c'est l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Ça se comprend. Si tout bouge et tout est en mouvement, finalement, ça remet en cause, on va dire, le schéma classique de comment on devient manager, finalement. De façon classique, on devient manager parce qu'on est un expert, on est bon dans son travail, et finalement, on accède le niveau d'après à une poste de management, et on est quelque part le référent en termes de professionnel de son équipe. C'est-à-dire qu'on est un sachant. C'est-à-dire que quelqu'un a un problème, on intervient. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la vitesse de développement des métiers, avec l'intelligence artificielle, le big data, mais aussi la complexité environnementale, réglementaire, finalement, tout va tellement très vite qu'il est impossible pour un manager, et peut-être même pour un dirigeant, de maîtriser ce qui se passe. Donc on est obligé de faire confiance. Et donc si on ne maîtrise plus le métier, on va être garant du développement des compétences des personnes avec qui l'on bosse. Et finalement, si on veut développer des compétences, aujourd'hui, il faut prêter attention. Et donc, on n'est pas, on va dire, je ne suis pas surpris de ce qui ressort. Et fatalement, la capacité à faire du sens, donc à aller, puisque on va dire le court terme ou l'avenir est incertain, finalement, si les plans peuvent s'avérer être faux, ce qui va lier, on va dire, un groupe, une organisation à aller loin devant, c'est la capacité à se projeter vers un sens commun. Qu'importe les chemins que nous arpenterons, en tout cas, on sait qu'on veut aller là. Et après, d'autres qualités managériales, mais on en revient aussi à la notion d'optionnalité. Je crois qu'il faut cultiver l'optionnalité. J'ai enfoncé des portes ouvertes, être mainstream. Donc évidemment, diversité, inclusion, je crois que maintenant, ça ne doit plus être des politiques, ça ne peut plus être on va dire, des objectifs statistiques. En fait, aujourd'hui, si vous devez être confronté à quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir, c'est pas en étant dans l'entre-soi, en ayant tous les mêmes solutions face à un problème qu'on va s'en sortir. Donc fatalement, l'optionnalité, c'est la capacité des individus à avoir aussi, on va dire, un projet, une perspective, un développement professionnel qui ne soit pas linéaire. Donc finalement, si peut-être que j'ai eu plusieurs vies ou j'ai plusieurs vies, et que je peux être à la fois rabbin, écrivain, philosophe, avoir fait des études en sciences et toute autre chose, fatalement, peut-être j'aurai des capacités d'adaptation beaucoup plus rapides. Et je crois que c'est ce qu'il faut cultiver dans les entreprises, la capacité d'adaptation des individus. Nassim Taleb préconise aussi dans ses écrits sur l'antifragilité le fait au sein d'une entreprise, par exemple, ou d'un groupe, de mettre en place des petits chocs, alors il n'est pas masochiste, mais des petits chocs de faible intensité pour préparer les équipes à faire face à l'inattendu, justement. C'est ce que vous préconisez également avec ce concept de l'optionnalité? Alors finalement, là, on a eu un gros choc, donc celui-là, il est bien, il a bien bougé tout le monde, mais lorsque tout va bien, finalement, c'est ce qu'on peut appeler l'introduction de bruit aléatoire. Fatalement, c'est se demander, lorsqu'on est entrepreneur, si demain, j'ai un concurrent qui
qui apparaît, il propose mon produit ou mes services gratuitement, on fait comment? Et on essaie d'agir ou de trouver des solutions comme si cet individu ou cette organisation-là existait. C'est pour revenir à ce qui me concerne en tant que prof ou formateur, ça pourrait être de se dire du jour au lendemain, on n'a plus Internet, on n'a plus accès à ce bel outil qui s'appelle PowerPoint. Je dois complètement repenser on va dire, mes interventions. Et c'est de s'obliger à quelque part à être un peu de frugalité, ou en tout cas introduire un bruit, un stress, on dirait, dans une organisation pour voir comment elle réagit, elle s'adapte. Et ça commence, Julien Granata, dès l'entretien d'embauche, parce qu'on voit encore beaucoup de dirigeants qui, face à un CV avec un profil un peu atypique, quelqu'un qui a beaucoup de domaines d'expertise différents, préfèrent finalement ne pas recruter la personne tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce profil, qui ne correspond pas à ce qu'ils ont l'habitude de voir, c'est pas dans le logiciel, ils vont se dire peut-être à tort que ce sont des personnes instables. C'est là aussi où, dès le début, il faut un peu revoir son process, finalement. C'est dès le recrutement, je suis d'accord avec vous. Donc finalement, on sait, on croit savoir, on l'étudie ardemment en ce moment, que les entreprises, organisations antifragiles ont été créées ou sont pilotées par des leaders qui sont eux-mêmes antifragiles. Donc d'autant plus qu'on est entrepreneur ou start-upper, on imprègne fortement son entreprise. C'est plus délicat pour les grands groupes qui ont des années d'histoire et qui ont connu plusieurs dirigeants. Donc finalement, il y a l'organisation qui doit être agile, le leader qui est antifragile, mais il faut que ça suive partout. Et là, ce que vous évoquez, moi, ça me fait penser à la direction des ressources humaines. Donc oui, prendre conscience des compétences et de ce qu'on attend demain des managers ou des collaborateurs doit nous permettre, dès le recrutement, d'embaucher les bonnes personnes. Et là aussi, également, on en revient à la notion de sens. Plus vous cultivez, plus vous définissez le sens commun, plus vous allez attirer des personnes qui vont être à l'aise avec ce sens commun. Donc finalement, ça va se faire plus naturellement. Et parfois, je pense que les entreprises, des structures qui sont antifragiles, ne savent pas elles-mêmes pourquoi elles le sont. Mais il y a tout qui est en cohérence avec ça. Christophe Carniel, même si peut-être ce n'était pas conscient, vous le faisiez peut-être sans y penser, vous reconnaissez dans certaines de ces bonnes pratiques le lâcher-prise, le recul, le collaboratif, l'optionnalité? Oui, je trouve que c'est bien qu'on mette des mots théoriques sur des choses que nous, on vivait au quotidien, sur effectivement la tension qu'on porte lors du recrutement, bien sûr, toujours dans nos métiers, à la compétence, à la technologie, mais aussi à autre chose, et qu'on mette des mots sur cette capacité d'adaptation, cette agilité, ce savoir-être, cette capacité à encaisser une croissance, parce que je pense que quand on discute avec quelqu'un, on sait que dans l'esprit, il va falloir multiplier par 2 la taille de la société tous les ans, et il faut que la personne en face, on puisse avoir cette discussion librement, et cette capacité à pouvoir changer. Donc c'est ça, je pense, les micro-chocs dont parle Julien, c'est effectivement des évolutions dans chacun des postes. Et donc effectivement, je pense malgré nous faisions ça. Maintenant, je suis ravi, il est interviewé toutes nos équipes pour mettre des mots là-dessus. Donc je vais prêter une attention plus particulière grâce aux travaux de Julien. Et c'est vrai que vous ne le saviez pas, mais Vogo ne cesse de croître. D'ailleurs, encore récemment, vous avez annoncé une nouvelle acquisition au Royaume-Uni, ce qui vous permet d'avoir une filiale maintenant là-bas. Et j'imagine bien que ce ne sera pas la dernière, mais ça, vous ne pouvez pas le dire, parce que vous êtes coté en bourse, donc on suivra ça de près. Donc si je résume, Julien Granata, lâcher prise, ouverture d'esprit dès le recrutement, l'optionnalité, travailler en mode projet, être plus collaboratif. C'est ça l'essentiel, j'ai rien oublié ? Oui, là, puis on va simplement pour rajouter quelque chose. Alors, on parle du droit à l'erreur. Finalement, c'est le droit à expérimenter. Le devoir d'expérimenter, le droit à l'erreur, ça devrait être un droit acquis. Finalement, on ne peut pas expérimenter sans faire des erreurs. Donc, l'expérimentation demeure aléatoire, mais l'expérimentation de nouveaux projets, il faut que les équipes et les personnes soient persuadées que s'ils se plantent, c'est pas grave en fait, parce que si on veut se développer, si on veut réagir rapidement, il faut pouvoir se planter. Et si on peut rajouter juste une toute petite dernière recommandation, parce que j'en ai pas parlé, c'est ce que le philosophe Taleb nomme la via negativa. La via negativa, c'est la capacité finalement à supprimer ce qui n'est pas bon. En fait, c'est difficile de trouver la voie du bonheur, la voie de la motivation, qu'est-ce qu'on va devenir. Et parfois, c'est beaucoup plus proche
en tout cas plus facile pour nous déjà d'identifier ce qui ne va pas, nos contraintes, nos routines, les erreurs que l'on reproduit. Et il invite évidemment, par la via négative, à supprimer ce qui ne va pas parce que c'est visible. Et finalement, par la suppression aussi parfois de nombreux process, et donc en allant vers de la simplification, souvent on rend les structures plus agiles. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on sera tous antifragiles dans quelques années? Finalement, on a toutes les cartes en main. Finalement, c'est accessible à tout le monde. Il ne suffit pas d'être antifragile à la naissance. Ce qu'on comprend bien, c'est que ça se cultive. Il n'y a pas de fatalité. Alors, si on fait le parallèle avec la résilience, et j'espère qu'on aura des réponses rapidement à ce sujet-là, il faudrait étudier aussi la vie des leaders antifragiles, qu'est-ce qu'ils ont vécu un peu, les leaders ou les personnes résilientes. On sait très bien que durant l'enfance, souvent elles ont eu un choc, elles ont cicatrisé, elles se sont réajustées, et finalement, le fait d'avoir vécu quelque chose de difficile et d'avoir vu qu'en fait elles ont trouvé les ressources, finalement ça les met dans des perspectives positives. Nous imaginons bien qu'il y a de fortes probabilités pour que les leaders ou les dirigeants, les chefs d'entreprise antifragiles, toi les entrepreneurs pour les qualifier comme ça, ont peut-être eu dans leur parcours de vie quelque chose qui les a immunisés face au stress ou qui leur a donné envie de se dire l'environnement finalement il n'est pas dangereux, c'est qu'une source d'opportunité et on peut picorer et avancer. Après, si on descend d'un cran, évidemment, lorsqu'on a pris conscience qu'il faudrait faire pour un antifragile, on se doute bien que si on n'a pas l'état d'esprit, en tout cas si par les outils, par la formation, par la culture du droit à l'erreur, par la façon dont on recrute, par les politiques d'inclusion, etc., on va fatalement introduire de l'antifragilité dans les organisations qui vont fatalement rendre les individus, à mon sens, plus antifragiles. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange. Je vous propose de rester avec nous, là on est bien tous ensemble. Je vous rappelle un peu le fil conducteur. Jusqu'ici, on a évoqué l'antifragilité à l'échelle de l'individu, de l'homme avec un grand H, avec Delphine Orviller qui a brillamment introduit cette longue vue de manière très éclairante. Et puis ensuite au niveau du collectif de l'entreprise, avec vous deux, messieurs, Julien Granata et Christophe Carniel. Et maintenant, il est temps pour nous de nous intéresser à la vision globale, plus macro, plus prospective aussi de l'antifragilité. Mais d'abord, je voudrais quand même qu'on vous applaudisse tous les deux pour cet éclairage. Merci. Merci. Bien. Donc il est temps pour nous d'échanger maintenant avec Philippe Baumard qui est avec nous en visio. Bonjour Philippe, vous êtes là ? Est-ce que vous nous entendez ? Oui, on vous voit. Très bien, on vous voit. Très bien. Je vais me mettre ici. Voilà, on vous voit. Très bien, parfait. Bon, alors je vais essayer de vous présenter, pardonnez-moi par avance, ce ne sera pas exhaustif parce que vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Donc c'est ce qui vous rend très, très intéressant et tout à fait légitime pour intervenir dans cette longue vue. Vous êtes donc, entre autres choses, professeur des universités au CNAM de Paris, spécialiste de la résilience organisationnelle et vous avez cofondé l'équipe haute fiabilité HRO de Berkeley aux États-Unis qui a posé les bases des principes de la résilience dynamique. Là, encore une fois, on voit que ce sont des termes très proches. Antifragilité, résilience. Dans ce cadre, vous avez notamment, avec vos confrères et consoeurs, travaillé avec des organisations de renom, telles que la NASA, l'armée américaine, les pompiers américains d'élite, la Team One. Et puis, également aussi, il est un peu connu, puisque même Hollywood s'est emparé de son histoire, le pilote et ancien militaire Chesley Sullenberger, plus connu sous le nom du pilote Sully. Vous savez, c'est celui qui, après avoir vu ces deux réacteurs prendre feu, s'est dit on va atterrir sur l'Hudson et qui a sauvé l'équipage. Donc voilà, autant de personnes et d'organismes clairement antifragiles pour lesquels le risque zéro, c'est la condition sine qua non, pas de perte, pas de décès. Qu'est-ce que vous ont inspiré déjà ces travaux dans ce qui est nécessaire pour l'antifragilité, pour être antifragile ? Alors merci pour cette invitation. Je trouve que c'est un thème passionnant et un thème qui est vraiment urgent de traiter, aussi bien sur le plan régional en Occitanie que sur le plan national ou international. Donc je pense que c'était une très bonne idée de discuter aujourd'hui de ce thème. Alors je vais essayer d'organiser mon intervention en 3 parties. Je vais essayer de rappeler au départ un petit peu ce qu'étaient ces travaux, parce qu'ils sont toujours en cours, ces travaux sur le High Reliability Organizing, c'est-à-dire l'organisation à haute fiabilité. Ensuite, je vais parler un petit peu de la crise du Covid, ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté, quelles conclusions on peut en tirer en termes d'antifragilité. Et puis, je vais terminer un petit peu sur une ouverture sur ce qui nous attend et puis ce qu'on peut faire au niveau local, régional, en Occitanie, et
plus particulièrement. Alors, le HRO, c'était une initiative qui était créée par deux professeurs, Caroline Roberts à Berkeley et Yann Mitroff en 2005. En fait, on était tous là-bas en train de travailler tranquillement à Berkeley, et il y a eu l'ouragan Katrina en Louisiane, donc, qui était une crise absolument abominable. On voyait les gardes-côtes qui étaient déplacés au mauvais endroit, la situation humaine qui était désastreuse, et donc on a décidé d'aller sur le terrain. Donc on était l'équipe de Berkeley en coopération avec l'équipe de Louisiane, on était les premiers sur le terrain avec nos bots à essayer de comprendre et organiser. Donc ces travaux-là, l'idée c'était quoi? C'était de dire, quand on est plongé dans une crise absolue, quelles sont les meilleures pratiques, ou comment on peut réagir simplement pour à la fois gérer la survie collective, mais aussi pour réussir à construire une organisation qui peut résister à ce type de crise. Donc on a travaillé avec beaucoup d'organisations, comme vous l'avez dit. On a travaillé avec la NASA, c'était la mission Fly to the Moon and then to Mars. Donc l'idée, c'était de savoir c'était assez amusant, c'était de voir quelle était la meilleure composition en termes de nombre d'hommes et de femmes pour une équipe qui devrait éventuellement aller sur Mars, donc avec un trajet qui est très long. Je peux vous livrer les conclusions. Il ne faut surtout pas une équipe uniquement composée d'hommes ou uniquement composée de femmes. Donc, on a bossé aussi avec la défense sur les porte-avions américains pour essayer de voir comment des erreurs catastrophiques arrivaient pour les pilotes de porte-avions. Donc, on a travaillé sur la fatigue des pilotes et sur leurs défaillances et leurs échecs. Donc, on étudiait des organisations où la défaillance d'un seul membre peut causer l'effondrement de l'ensemble. Donc, en fait, c'était le principe de l'antifragilité, mais on essayait de comprendre comment ces organisations qui ne peuvent pas avoir d'échec global, comme une centrale nucléaire ou un porte-avions nucléaire ou une mission de la NASA, pouvaient éviter ces risques. Et on travaillait au terme de gestion, de ressources humaines, d'organisation. Voilà un petit peu ce qu'on faisait. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? C'est intéressant. Alors, les cas sont tous accessibles. Hein. Il y a les fameux papiers de Carl Weig sur l'incendie de Mangulch. Il y a la littérature, et si vous tapez HRO dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez retrouver les articles scientifiques. Je vais vous faire un petit résumé rapide. Ce qu'on a appris sur tous les cas, dans toutes les industries, hein, on a une variable essentielle explicative dans toutes les situations étudiées. C'est intéressant parce qu'on a une grande variété de situations. C'est le mutual insight. Alors, le mutual insight, en fait, ça se traduit par une compréhension intense mutuelle, c'est-à-dire la capacité à anticiper et comprendre l'autre de façon immédiate, intuitive. Et on s'est dit, tiens, mais est-ce que ça s'obtient avec un entraînement type force spéciale, en forçant des mécanismes d'écoute ou des mécanismes d'obéissance, ou est-ce qu'il y a d'autres qualités qu'on peut étudier? Donc, l'idée essentielle, c'est s'écouter mutuellement, ça aide à gérer ce type de crise catastrophique. Et puis, la deuxième chose qu'on a découvert dans tous les cas aussi, c'était qu'il faut promouvoir le droit à l'erreur, qui a été évoqué un petit peu par Julien Granada, c'est-à-dire l'idée de dire, c'est pas en réduisant l'écoute et en réduisant l'initiative qu'on gère ces situations, c'est en cultivant la communication et la possibilité d'exprimer une erreur ou pouvoir engager un chemin correctif. Donc, en fait, on peut résumer ça en une seule phrase, en fait, la fragilité de l'individu et la fragilité de son interaction. Et donc, la résilience d'un groupe d'individus qui fait face à un risque vital et catastrophique réside toujours dans la force et la qualité de cette interaction. Donc, on voit bien que l'unité d'analyse se déplace. C'est-à-dire qu'en fait, d'habitude, quand on gère des crises, hein, on vit cette crise du Covid maintenant depuis 2 ans, l'unité d'analyse, c'est l'individu, le groupe, l'établissement scolaire, l'hôpital. Et donc, en fait, ça, on voit bien que ça écrase complètement l'idée d'interaction entre les gens. On ne travaille pas sur l'interaction, on dit, tiens, on va mettre une règle pour tout le monde, et cette règle pour tout le monde va nous permettre d'éviter les catastrophes. Donc, ce que nous, on a appris, c'est que ce n'est pas un problème de qualité des individus, ce n'est pas un trait de personnalité. Hein. Ce qui compte dans l'adversité, c'est la qualité du lien qui relie les êtres humains. Donc, cette école a un nom, donc c'est l'école interactionniste. Hein. Elle a été créée par Carl Weig, notamment dans Sense Making in Organization, le don de sens dans l'organisation, où il dit en fait la valeur clé, c'est la capacité à attribuer un sens mutuel. Alors, c'est très théorique tout ça. On va parler de ce que nous vivons et de ce que nous allons vivre. J'ai commencé par ce que nous avons vécu depuis 2 ans, c'est-à-dire la crise sanitaire. Et la question qu'il faut se poser, parce que c'est la question centrale de l'antifragilité, c'est est-ce que nous avons collectivement fait preuve d'antifragilité dans la gestion de cette crise
de la pandémie du Covid et du SARS-CoV-2, et on va essayer d'y répondre tranquillement et avec sérénité. Donc cette crise, elle commence, je ne vais pas revenir sur le début et la cause initiale de cette crise, mais on sait qu'elle commence en Chine en septembre ou octobre 2019. On a quelques éléments qui indiquent qu'il y avait des foyers endémiques, pandémiques et épidémiques, si on prend les 3 grandes catégories en Chine dès l'été de 2019. On sait à peu près comment elle revient en Occident et dans le monde entier. Il y a eu ce magnifique Jeux olympiques militaires qui était le 5 octobre 2019 à Wuhan et aussi dans le delta de Taïwan, dans Taiwan Strait. Donc on sait qu'on a eu à peu près 20 000 participants, 180 pays qui sont venus à cet événement, qui sont repartis. On a eu nos propres militaires qui ont été contaminés très tôt, dès le mois d'octobre 2019, qui participaient à ces Jeux. Et donc on sait à peu près comment ça commence, mais on ne sait pas pourquoi ça commence. Donc on a un débat, on se dit tiens, mais finalement, où est la défaillance? Et là, vous allez reconnaître tout de suite un trait caractéristique des hommes en crise, c'est de dire c'est pas de ma faute, il y a certainement quelqu'un qui a failli, donc on dit c'est une fuite de laboratoire, puis on oublie quand même que ça fait 40 ans qu'on a créé une sorte de Petri dish, c'est-à-dire une sorte d'environnement qui est propre à générer des épidémies et à générer des fragilités, puisque la fragilité principale qu'on a créée, c'est la fragilité des systèmes immunitaires humains, aussi bien en Chine, parce qu'on a un système où, en termes de procuration et de création de valeur, qui, en fait, crée une asymétrie. C'est-à-dire qu'en fait, le prix que vous obtenez sur Amazon, quand vous achetez un succès d'année d'une technologie, donc une copie d'une technologie que vous achetez très cher ici, vous l'achetez très peu cher sur Amazon, mais la raison pour laquelle elle est peu chère, c'est qu'en fait, on a réussi à créer un système productif qui est abusif à la fois sur les êtres humains, leurs conditions d'existence, et on a créé des foyers comme ça en Chine, mais pas qu'en Chine, on a créé ça aussi parce que la Chine elle-même a commencé à sous-traiter au Pakistan, en Corée du Nord, et donc on a créé des environnements où l'hygiène collective, l'hygiène individuelle, l'immunité individuelle, l'immunité collective est très faible, on a créé des extrêmes pauvretés un peu partout dans le monde. Et quand on n'a pas d'argent pour s'acheter à manger, on se nourrit comme on peut. Et quand on se nourrit comme on peut, on se fragilise et on continue à se fragiliser. Et on crée des foyers épidémiques et éventuellement des pandémies. Donc voilà, ça c'était le début. Mais on va maintenant s'intéresser aux réponses. Et pour parler de fragilité et d'antifragilité, comment on a réagi? Donc en fait, on a réagi en se disant, tiens, on a un système, au départ, on pensait, en décembre 2019, on pensait que ça serait des phénomènes épidémiques. On a conclu en janvier-février que c'était plutôt un phénomène pandémique. Donc, on a fait le contraire de cette école d'Achéreau. L'école d'Achéreau, elle dit, il faut maximiser l'écoute mutuelle, il faut que les gens puissent s'anticiper les uns les autres, parce que s'il y a une menace qui leur arrive dessus, s'ils ont une capacité à se coordonner de façon tacite, rapide, ils vont avoir un sens de la responsabilité qui va créer une suradaptation, donc une capacité d'adaptation. On a écouté notre ami entrepreneur qui a énormément de succès, et il le dit, ce qui compte pour lui, c'est qu'en fait, il faut avoir confiance dans ses équipes, mais il faut aussi que chaque élément de l'organisation soit capable de s'adapter dynamiquement et aussi adapter les équipes et cultiver à la fois le libre arbitre et la capacité de juger une situation et de réagir. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est à peu près exactement le contraire. Donc on a déjà ignoré l'unité d'analyse qui était pertinente, c'est-à-dire l'interaction. Si vous rappelez-vous des mesures, il n'y a aucune mesure au départ. La seule mesure, c'est le geste barrière. Mais au-delà du geste barrière, on n'a pas réfléchi à comment on pourrait gérer l'interaction quotidienne. Non, on a fermé les portes, on a commencé à interdire. Donc on a voulu supprimer l'incertitude, et on l'a supprimé si bien qu'en fait on est arrivé dans une société où en fait même l'expression sur le désir d'incertitude est une expression qui est condamnée ou qui est supprimée en disant pourquoi vous voulez rajouter du risque ou rajouter de l'incertitude? On n'en a pas besoin. Donc, on a supprimé cette action, on a imposé des enfermements individuels et collectifs, que ce soit psychologiques, individuels et de groupe. Je ne vais pas revenir sur qui a fait quoi, et à qui la faute, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Ce que je regarde, c'est la situation actuelle. Et donc, on a finalement externalisé les choix individuels en les imposant de manière centralisée. Donc, votre choix individuel sort de
votre capacité individuelle à juger et à vous adapter. Donc, votre antifragilité n'est plus votre antifragilité, c'est l'antifragilité qui a été décidée unilatéralement en disant bon, on ne va pas vous faire confiance, on va essayer de voir comment on peut gérer cette fragilité, on va la gérer à votre place parce que, bien sûr, on va mieux la gérer. Et donc, on a retiré le sens, le but de l'implication individuelle, et donc on a réduit cette capacité à gérer l'interaction, à développer l'écoute et l'attention mutuelle, celle dont je parlais, celle dont Sully Sullenberger a fait preuve quand il a fait atterrir son avion dans l'Hudson, hein, quand il reçoit le premier ordre de la tour. Le premier ordre de la tour, c'est exactement l'ordre que l'on a reçu pour la crise du Covid. On lui dit tu respectes la procédure, tu vas essayer de te poser à l'aéroport qui n'est pas très loin, et puis on verra bien si ça marche, mais c'est la procédure, tu la suis. Et là, Sully, qui est un ancien pilote militaire, il a dit, et il avait 30 secondes pour réagir, bon, il a dit, si je fais ça, on est tous morts. Donc, il a commencé à penser, tiens, peut-être que, il n'était pas tout seul dans l'avion, et il a commencé à penser, peut-être que si je prends une initiative différente, on va pouvoir s'en sortir. Et on voit bien qu'il y a à la fois le libre arbitre, il y a l'écoute mutuelle, parce qu'il était avec son équipe et ses deux copilotes, et il y a la capacité à développer cette attention mutuelle très intense, la même mutual insight. Donc on a beaucoup parlé, par exemple, du succès de la Suède. Hein. Comme vous le savez, il y a quelques pays dans le monde qui ont choisi des stratégies qui étaient un peu alternatives. Alors, parfois, pour des raisons politiques, il faut se rappeler que la Suède et la Chine, à l'époque, étaient en fort désaccord avec une prise d'otage d'un citoyen suédois en Chine. Et donc, il y avait déjà une défiance de la Suède vis-à-vis des recommandations chinoises à l'époque. Mais ça va très loin de soi, parce qu'en fait, c'est la variable clé qu'on oublie, c'est-à-dire cette fameuse interaction. Donc, la Suède a fait le choix de laisser sa population gérer l'incertitude et l'interaction avec autrui. On le voit très bien quand on regarde les textes et les décisions qui sont faites, la façon dont on prend les décisions. Hein, il y a beaucoup de processus qui étaient décidés localement. Et on le voit aussi quand les gens, les premières images qu'on a de Suède, hein, on n'a pas besoin de réguler. Il n'y a jamais eu de régulation sur les terrasses de café en Suède. Les gens, de façon intuitive et normale, ont compris que gérer l'interaction avec le groupe, l'école, la famille était une chose essentielle et qu'il fallait le gérer de façon dynamique, intelligente et essayer d'absorber et d'inclure dans sa vie quotidienne les risques qu'on pouvait vivre avec cette crise. Donc les gouvernements ont tous commencé, dès mars 2020, par détruire cette ascension mutuelle en déployant la pire des mesures, c'est-à-dire l'appréhension de l'autre ou la peur de l'autre. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire si vous voulez survivre, il faut avoir peur de votre voisin. Après, on est parti sur la peur de la famille. Moi, je vous rappelle de cette campagne publicitaire française absolument terrifiante où on encourageait les petits-enfants à avoir peur de leur grand-mère parce que en allant voir leur grand-mère, ils allaient la tuer. Bon, j'ai trouvé ça complètement abominable. Et donc, on voit bien qu'on a vraiment pris l'axe inverse. Et ce qu'on nous avait appris à Berkeley, c'était, en fait, dans une situation à risque vital, plus on supprime l'incertitude, plus on augmente la probabilité d'effondrement. Alors ça, c'était le fameux cas d'incendie de Mangush développé par White, mais d'autres cas qu'on a étudiés. Hein. En fait, on avait même une expérimentation, un de nos doctorants avait voulu, fasciné par la technologie, il s'est dit, tiens, si je vais enrichir l'information, si je mets des casques à la Team-One, alors la Team-One, c'est cette fameuse équipe qui est fascinante, puisque c'est des pompiers américains, dans les grands espaces américains, il n'y a pas beaucoup de routes, donc il n'y a pas beaucoup de coupe-feu non plus. Donc pour pouvoir aller éteindre des incendies qui commencent à démarrer dans des grandes forêts qui font des milliers d'hectares, on les parachute, donc c'est un métier très dangereux, oui. On les parachute à très basse altitude et on les met derrière la ligne de feu pour qu'ils puissent construire ces coupe-feux ou pouvoir lutter contre ces feux. Et donc on s'est dit, tiens, l'étudiant doctorant en question, il s'est dit, tiens, on va dans leur casque, on va leur mettre de l'enrichissement visuel, des caméras annexes, etc. Et grâce à ça, ils vont avoir une meilleure information, on va pouvoir mieux contrôler leur comportement, on va pouvoir gérer à distance en disant, tiens, pompier A, tu devrais reculer de 20 mètres parce que pompier B va peut-être arriver. Et ça a été un désastre complet. Donc, et puis on a comparé ça avec la coordination par la voix, qui est très connue de nos amis pompiers, donc le micro. Et en fait, la voix humaine est beaucoup plus informante et beaucoup plus efficace que la vidéo et la surveillance vidéo, parce qu'en fait, la voix humaine, on
on arrive à s'adapter mutuellement, on arrive à anticiper l'autre, on a appris l'habitude, on le connaît bien, et en fait, en termes de confiance, d'efficience, de qualité d'opération, la voie a gagné. Voilà. Donc, parce qu'on force le collectif à se réduire à une obsession de supprimer l'incertitude. En fait, c'est ce qu'on a fait. On est obsédé aujourd'hui, on le voit dans la société, que ce soit le système de crédit social. On parle beaucoup du système de social credit chinois, qui est une sorte de mélange d'intelligence artificielle et de contrôle numérique. Si vous vivez aux États-Unis, le Credit Score Bureau, enfin les 3 Credit Score Bureaux maintenant sont affiliés aux réseaux sociaux, et donc quand vous faites un commentaire malveillant ou un commentaire déplacé, même si c'est une blague à un copain, sur votre messagerie de Facebook, c'est capturé par le Credit Bureau et votre score de Credit Bureau diminue. Et donc, en fait, on a aussi dans le monde occidental des systèmes de contrôle sociaux qui sont extrêmement puissants, et sachant que le credit score, hein, le score de crédit aux États-Unis, vraiment va diriger votre vie. Alors, comme l'a souligné Delphine Horviller, hein, la force des figures publiques bibliques réside dans leur capacité à surmonter une fragilité, une déficience physique. Hein, elle a dit, le héros est un visionnaire aveugle, mais il a la force de l'écoute. Moïse bégaye, mais il inspire la solidarité et l'écoute mutuelle et intense de son peuple face à la plus grande des adversités. Et donc, on commence à comprendre que finalement, cette question de l'antifragilité, ce n'est pas du tout une question d'héroïsation, de maximisation, de trait de personnalité. Hein. Et on le voit dans les équipes des pompiers d'élite de la Timoine, ou les forces spéciales en situation de négociation d'otages. On a beaucoup travaillé à Auckland avec Tony Hare sur cette question. En fait, ce qu'on voit à chaque fois, c'est qu'ils respectent cette incertitude, parce qu'en fait, ils savent que s'ils veulent gagner leur négociation d'otages, s'ils veulent sortir vivants de ce feu de forêt, il faut qu'ils gèrent l'incertitude de façon dynamique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un vecteur qu'on va utiliser pour sortir de la situation, et non pas un vecteur qu'on va supprimer pour sortir de la situation. Donc, comme l'a dit M. Cani, enfin, quand on gère des hommes, des équipes d'entreprise, ce qui compte, c'est leur capacité à travailler dans l'incertitude, c'est-à-dire la force et la qualité de leur libre arbitre. Voilà. Et donc, en fait, en supprimant l'incertitude, on supprime aussi le libre arbitre, on supprime la capacité d'inventivité ou d'adaptation. Et ça, c'est la chose qu'on a apprise et qu'on a retenue avec ces travaux à UC Berkeley. Donc cultiver l'incertitude, le libre arbitre, et générer aussi une interaction, une solidarité, mutualiser un peu les infos au sein d'un même groupe, c'est ce qu'il faut retenir. Pour vous, ça fait partie des ingrédients clés de l'antifragilité. Oui, mais ça va très au-delà de ça, parce qu'en fait, si on le dit comme ça, on se dit, tiens, mais en fait, je vais chercher des super leaders qui ont ces qualités et mon problème sera réglé. Et en fait, ce n'est pas le super leader qui a ces qualités, c'est chacun a cette qualité d'écouter l'autre et de créer une anticipation de l'interaction avec l'autre. Et donc, en fait, si je prends la crise sanitaire, il y a une chose qui m'a vraiment beaucoup frappé, pour revenir à votre question, hein, oui. C'est qu'en fait, on a commencé à interdire l'incertitude naturelle. Et on a, en plus, non seulement l'incertitude naturelle, c'est celle qui fait vivre une société. C'est le fait que si vous allez au travail, c'est parce que, oui, il y a de l'incertitude, mais il y a de l'espoir. L'incertitude et l'espoir sont deux choses qui sont reliées l'une à l'autre. Et donc, si vous m'enlevez mon incertitude naturelle, je vais perdre ma motivation. Par exemple, on peut parler de la crise japonaise, vous savez, la Japanese Catalepsy. J'ai un ami qui a écrit un bouquin passionnant là-dessus, Fujiwara, et donc il se disait, mais qu'est-ce qui fait que, c'était il y a quelques années, la société japonaise va beaucoup mieux maintenant, mais qu'est-ce qui fait qu'on a cette sorte d'état cataleptique au Japon? Et en fait, il a vite trouvé la solution, c'est parce qu'en fait, il y avait plus d'incertitude. C'est-à-dire que si vous sortiez de Kabayashi, d'une université particulière, et que vous aviez tel âge, avec telle expérience, votre courbe de progression en entreprise était décidée jusqu'à plus 40 ans. Et donc, il n'y a plus d'incertain, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de volonté de participer, et donc on a une société cataleptique. Et non seulement on a supprimé cette incertitude naturelle, mais ce qu'on a fait, c'est que on l'a remplacé par une incertitude artificielle. Et l'incertitude artificielle, c'est quoi? C'est l'incertitude manufacturée, c'est celle qui vous retire définitivement du monde. Alors, dans la crise sanitaire, ça va être très, très simple. Hein. L'incertitude manufacturée, c'est le taux d'incidence, c'est des modèles épidémiologiques, c'est le fait de vous dire, tiens, alors avec en plus un monde scientifique qui a été particulièrement défaillant sur ce coup-là, hein,
puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, les chiffres fantasques qu'on avait au début de la crise, on dit, ah tiens, si le virus reste en vie pendant 17 heures sur une surface plastique, c'est que c'était n'importe quoi, l'étude était complètement mal foutue. Il est vrai qu'on a un peu tâtonné. Pardonnez-moi Philippe Aumard, je suis désolée parce que le sujet est passionnant et vous l'êtes également, mais nous sommes un petit peu pris par le temps, j'en suis désolée. Je voulais aussi... qu'on se projette un peu avec vous sur l'avenir. On a bien compris que l'idée, c'était pas de subir, c'était d'embrasser tout cela, cette incertitude, d'en être presque stimulé avec des bons leviers, des bons outils dont vous nous avez parlé, Julien Gralata, Christophe Carniel également et Delphine Horviller aussi. Si l'on se projette un peu dans les années à venir, est-ce qu'on devra tous être antifragiles? Est-ce qu'on a une carte à jouer? Je sais qu'on en avait parlé ensemble à l'échelle même de l'Occitanie. Il y a des choses qui se passent au niveau de la région Occitanie qui est très active, notamment sur le plan climatique et environnemental, qui démontre que voilà, on peut envisager cet avenir avec confiance. Oui, donc ce que je viens de dire, en fait, c'est attention, les mesures imposées d'en haut réduisent la capacité à gérer dynamiquement, enfin, à profiter, à bénéficier des incertitudes qui est vitale pour les êtres humains. Et donc, si on revient à l'échelle régionale, à l'Occitanie, évidemment que l'avenir, ce sont les régions et pas les systèmes centralisés. Plus vous faites face à des risques qui sont plus pandémiques. Hein. Alors ça, désolé, je vais avoir un petit moment une minute de pessimisme, mais on a compris maintenant qu'on n'a pas affaire à un phénomène pandémique qui va commencer et s'arrêter. En fait, on est rentré à partir de 2019, je l'ai dit tout à l'heure, avec la surexploitation qu'on a fait en créant des asymétries, enfin en déplaçant les asymétries chez les autres principalement. On est rentré dans un système qui n'est pas pandémique, qui est endémique. Entre la surpopulation, le dérèglement climatique, les conditions d'hygiène, c'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de droit à la dignité, à l'immunité individuelle. C'est ça qui nous manque, c'est-à-dire la capacité que chacun devrait avoir le droit d'avoir un système immunitaire, sa famille, lui. Et pour y arriver, ce n'est pas une question de médication, c'est une question d'hygiène de vie, de style de vie, d'accès à des choses essentielles qui permettent d'être en bonne santé, de faire du sport et d'avoir une immunité forte. Alors, si on revient à ce qui va se passer, donc ce qui va se passer, c'est ça, c'est-à-dire que nous allons avoir des phénomènes épidémiques qui vont être permanents, mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi des problèmes d'eau, des problèmes d'énergie. Alors ça, c'est simplement l'équation, c'est que nous sommes très nombreux, nous avons extrêmement mal travaillé depuis 50 ans, et donc on a créé des systèmes qui sont surproductifs d'un côté et des systèmes qui sont abusifs de l'autre. Donc on a un système maintenant qui est avec une inertie très forte, c'est-à-dire on le voit bien, hein, j'ai vu dans la vidéo d'introduction qu'il y avait notre ami Bill Gates là, mais la première chose qu'a dit Bill Gates au bout de 6 mois de gestion de la pandémie, c'est qu'il était très déçu parce qu'il pensait avoir un résultat bien meilleur sur l'environnement. Et quand il a vu qu'on avait gagné que 7 ou 8%, il n'était pas content. Et qu'on s'est dit, tiens, je pensais qu'on ferait mieux. Mais non, on ne fera pas mieux parce que là aussi, Gates se trompe. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux en reproduisant le système du passé. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. En fait, on investit énormément. Hein. Il y a Václavic qui parlait de faire plus de la même chose. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on surinvestit pour protéger un vieux système qui ne marche pas, au lieu de travailler sur le système qui va marcher. Alors, le système qui va marcher, et pour l'Occitanie, l'Occitanie a deux grandes qualités. La première grande qualité de l'Occitanie, c'est sa capacité d'innovation et sa capacité entrepreneuriale. On a un foyer de concentration entrepreneuriale qui est unique en France. Et la capacité d'innovation, et notamment dans une agriculture, dans une industrie qui est stratégique, qui est l'agriculture, pour le futur, aussi bien la phyto que le monde agricole. Et là, on a des choses qui sont fabuleuses qui se passent en Occitanie. On avait un étudiant à Berkeley qui a monté une société, enfin, c'est un politicien qui a monté une société qui s'appelle Nutrition Science et qui travaille en fait à aider le monde viticole à continuer à produire du vin dans des conditions climatiques qui vont être très dégradées. C'est ça qui est important, c'est-à-dire l'antifragilité, c'est pas de dire on va créer des forteresses. L'antifragilité, c'est de dire on va créer ces fameux systèmes qui vont avoir une capacité adaptative locale ou micro-locale. Là, on parle d'une exploitation viticole, qui vont permettre de gérer ce qui va être des conditions extrêmes. Donc,
Donc, dire que la solution, c'est de continuer ce qu'on fait déjà très bien, c'est jamais une très bonne idée parce que ça va pas résoudre des problèmes. On va avoir d'autres problèmes, les problèmes d'efficience énergétique. Je pense que tout ce qui tourne autour de notre capacité, surtout dans un climat méditerranéen, à maximiser et à optimiser tout ce qui peut être efficience énergétique. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre tout bête. Aujourd'hui, dans l'industrie fossile, à chaque fois qu'on produit $1 de production en fossile, on dépense 1,10. Donc, en fait, on a une industrie qui est en train qui est, par sa constitution et sa création, est une industrie qui n'a pas d'efficience énergétique. Je vous renvoie aux travaux du GIEC. Oui. Et donc, ça, c'est une question. Par exemple, faire plus de la même chose, c'est le fameux chèque pour le prix du gaz. On vous donne un chèque, c'est une réponse tactique. On vous dit, on va passer cet hiver-là, et donc on va vous aider à passer les hivers. Je pense que l'échéance électorale a beaucoup à faire dans cette mesure. Donc on a une mesure corrective immédiate, mais elle ne règle absolument pas le problème. Le problème de fond, il est derrière ça. Le problème de fond, c'est de dire, tiens, mais en fait, peut-être qu'il faudrait commencer à réfléchir, à investir aujourd'hui pour modifier ce modèle. Et si on peut modifier ce modèle, peut-être qu'on va réussir à ne pas avoir un deuxième hiver où on va nous faire un deuxième chèque cadeau et un troisième hiver où on n'aura plus d'argent pour nous faire un chèque cadeau et on va nous dire, bon, maintenant, on va mettre une nouvelle mesure de haut en bas, vous n'aurez plus le droit de... C'est ce qu'on a vu en Californie. En Californie, ça a été un désastre. La gestion de Gavin Newsom était absolument désastreuse. Je pense que c'était un des pires gouverneurs de la Californie que la Californie ait connu. Et il n'a pas géré On a eu beaucoup d'incidents de forêt qui étaient liés à une mauvaise gestion d'industrie gazière, enfin de PG. Et donc, au lieu de gérer le problème c'est gérer les forêts et gérer leur résilience et leur adaptation à ce qui est en train de se passer, donc le réchauffement climatique, il a fait le contraire. Et donc, à chaque fois, c'est pareil. Et au lieu de dire, tiens, comment on va faire pour gérer la défaillance en eau, il s'est dit, tiens, on va déplacer le problème. Donc, ils ont déplacé le problème. Ils ont créé des canalisations et des pipelines qui montent dans d'autres États, donc principalement le Vermont, le Colorado. Et donc, ils vident les réserves du Colorado pour ramener de l'eau dans les prairies californiennes où il y a une production agricole et une production bovine importante. Au bout d'un moment, évidemment, si vous n'avez plus d'eau sur place, vous n'avez pas non plus de fourrage. Donc, la deuxième étape, c'était d'aller chercher le fourrage aussi dans une autre région, ce qui fait qu'ils ont vidé les nappes phréatiques des agriculteurs au Colorado, etc., etc. Donc, on a pris ce réflexe, et c'est ça qui est important au niveau régional, c'est de dire, tiens, mais on va faire un inventaire, quels sont le nombre de problèmes que l'on a déplacés de manière tactique, mais qui vont nous revenir très rapidement au visage, parce qu'on n'a pas pris une vraie solution, qui est une solution d'adaptabilité, d'antifragilité. On a pris une solution de déplacement et de tenir loin des regards les problèmes. Et en faisant ça, l'impact régional, au début, il va être amorti par cette décision, et puis à terme, il va revenir. Alors, pardonnez-moi, merci beaucoup. Je suis désolée, Philippe Baumard, je suis confuse, vous êtes passionnant. On a envie de planter la tente et de rester avec vous. Et je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais le temps nous est compté malheureusement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Très, très, très inspirant. Merci beaucoup, donc, Philippe Baumard. Je propose de vous applaudir. Merci également encore une fois Christophe Carniel, Julien Granata. Je vous propose de rejoindre le public pour suivre avec nous donc cette conclusion qui va nous être amenée par Patrice Canaillé. Je vous en prie, je vous propose de me rejoindre sur scène. Vous êtes conseiller régional pour la région Occitanie Pyrénées-Méditerranéen. Vous représentez Madame la présidente de région Carole Delga. Et vous êtes aussi, ce qui est intéressant plus pour le sujet du jour, le manager général et coach du MHB, le club de handball Montpellier-Rhin, au succès bien connu maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces échanges? J'imagine qu'ils font écho pour vous à beaucoup de choses, aussi bien dans votre vie professionnelle, dans le monde du sport, qu'en tant que conseiller régional à la région Occitanie. Bien sûr, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette manifestation, remercier aussi la lettre M qui est partenaire de cette manifestation, à la fois pour avoir réalisé cette manifestation, mais aussi pour la tenue de cette manifestation et le niveau des intervenants par rapport à tout ce qui a été dit. En ce qui me concerne,
J'ai découvert hier le mot antifragilité quand on m'a proposé de venir représenter la présidente Carole Delga ici. Et donc, je me demandais qu'est-ce que c'était réellement. Et finalement, c'est un mot que je ne connaissais pas. Mais par contre, les méthodologies de travail, j'y adhère pleinement. Alors après, pour moi, c'est un petit peu compliqué parce que j'aimerais d'abord me positionner en tant que représentant de la région Occitanie et donc amener une réponse à l'intervenant précédent puisqu'il a parlé de la région. Et puis après, j'ai pris quelques notes quand même en tant que manager, à la fois sportif et à la fois aussi manager d'entreprise, sur ce que ces discussions m'ont inspiré. En ce qui concerne la région, l'intervenant précédent a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a deux types de mesures qui sont importantes. Il y a les mesures d'urgence que la région a prises, qui étaient indispensables. Pour mémoire, un petit peu plus de 350 millions d'euros d'investis sur le passage de cette crise, 22 mesures à peu près, qui ont touché plus de 50 000 entreprises dans notre région et qui ont globalement permis de protéger, de sauvegarder à peu près 250 000 emplois. Ça, c'était quelque chose d'indispensable. Ce qui est indispensable aussi, c'est ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire comment on accompagne la relance et comment on ne supprime pas l'incertitude, mais comment on diminue l'incertitude. Et donc, notamment sur des sujets aussi importants que l'accompagnement de certaines filières qui, elles, ne sont pas sorties de la crise. Je pense en particulier à l'aéronautique, je pense à la viticulture, je pense au tourisme, qui sont encore des filières qui sont très impactées et qu'il faut continuer à soutenir. Je pense en particulier aussi à un sujet dont je voudrais parler un petit peu plus, c'est la formation. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport aux objectifs de la région, qui me paraît très important et complètement en lien avec le sujet. Après, aider bien évidemment les investissements et aider le financement des entreprises. Et après, essayer d'avoir des stratégies, on l'a vu pendant cette crise, qui sont des stratégies de relocalisation de notre industrie et de redynamiser le tissu économique en fonction de tout ce qui s'est passé. Sur la formation, je vais insister sur un point qui va faire le lien avec la partie qui a été évoquée, c'est-à-dire de l'accompagnement dans l'incertitude. Aujourd'hui, on a un challenge qui est un challenge extrêmement complexe à résoudre. C'est qu'on est dans une situation où il y a une inadéquation entre les demandes d'emploi et l'emploi. Et c'est pour ça que le paradoxe, c'est qu'on a un taux de chômage assez élevé, trop élevé, et on a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus. C'est un paradoxe qu'il faut rendre impossible. Il faut trouver des réponses à ce paradoxe. On a un deuxième enjeu. Et ça, j'y reviens, c'est très important parce que c'est peut-être la réponse à ce qui a été dit tout à l'heure. Dans la politique menée par Carole Delga, qui a été mise en avant, c'est la mise en place d'un Green New Deal, qui est un projet visant à transformer, à accompagner l'évolution économique et à transformer le développement économique de notre région avec un développement économique plus responsable. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas aller vers du développement économique ? J'ai entendu des gens qui disaient, par exemple, ça va être l'anti-progrès. Non, au contraire, au contraire. Et on est dans une phase de transformation de notre économie. La transformation crée du doute, crée de l'incertitude, crée de l'inquiétude. Et donc, le rôle de la région, c'est d'accompagner. Il ne s'agit pas, je le répète, de lever tous les doutes et de lever toutes les inquiétudes. Ça serait même contre-productif par rapport à la dynamique régionale. Ça serait contre-productif. Il s'agit d'accompagner cette transformation. Et c'est pour ça aujourd'hui que la région va investir plus de 100 millions d'euros, vous l'avez dit, sur un fonds anti-faillite, mais avec des niveaux différents en fonction des objectifs recherchés. Je ne vais pas les détailler, les mesures, ce n'est pas l'objet de la réunion. Voilà. Donc la région est très active par rapport à ça pour accompagner ces phases de transformation. Maintenant, je vais venir un petit peu plus sur des sujets qui m'ont intéressé. Dans le sport, nous avons aussi nos Abraham, nos Moïse. Nous avons les mêmes. Dans la politique, je rencontre les mêmes et je suis intervenu très fréquemment dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, vous avez aussi des Abraham et des Moïse. En gros, nous avons tous nos fragilités. Nous avons tous nos forces et nos fragilités. La question, c'est de savoir d'abord voir ces fragilités, de savoir les accepter et de savoir les surmonter et de savoir faire avec. C'est ça qui est très important à mon sens. Pour ça, dans le sport, il y a quelque chose qui est extrêmement important,
qui fait lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la communication. C'est-à-dire que dans le sport, nous travaillons dans un monde, dans un environnement où le culte du super-héros est le culte roi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, c'est même une valeur marketing, que d'être un super-héros. C'est tellement vrai aujourd'hui que les sportifs sont de plus en plus tatoués, comme les guerriers à l'époque, quand ils avaient des conquêtes, ils se tatouaient. Et c'est ce culte du super-héros qui est d'ailleurs décliné aussi bien au masculin qu'au féminin. Il n'y a pas de différence de sexe par rapport à ça. Il y a une même approche. Et finalement, c'est ce qui rend les sportifs très vulnérables, paradoxalement. C'est au moment où ils veulent apparaître les plus forts qu'ils sont finalement les plus vulnérables. La difficulté, quand vous managez une équipe de sport, c'est d'aller chercher, d'abord de faire accepter aux sportifs qui, eux, ont envie d'être quelque part de ces super-héros, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas des super-héros et de leur faire découvrir peut-être quelque part où sont les failles, qui cachent très souvent, parce que c'est un univers où il faut cacher les choses. Parce que médiatiquement, l'image qui est renvoyée, c'est cette image-là de celui qui réussit, qui est fort, très fort, et qui n'a pas de faiblesse. Et donc, je voudrais venir sur un point qui me paraît extrêmement important, qui est un point peut-être de méthodologie par rapport à ça, qui est la question comment on fait sortir chez les individus, et encore plus au travers des équipes, les points de faiblesse. Et je pense que là, il y a des techniques qui me paraissent importantes de mettre en avant, notamment les techniques de débriefing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous demandez, expérimentez, quand vous demandez à quelqu'un de vous faire un débriefing d'une situation, d'un match ou d'une situation problème, vous avez en général un rapport d'activité qui s'appuie sur de la vidéo, sur de l'analyse statistique, vous savez, les datas. Et donc, des fois, ça m'arrive qu'après un match, je reçois un document comme ça, un document de 400 pages, avec des statistiques de partout, m'expliquant le match. Et quand je réunis les joueurs le lendemain d'un match, par exemple, on se met en rond, on se met en cercle, et je leur dis, mais analyse ton match, qu'est-ce que tu as à me dire sur ton match? Alors on va commencer en me disant, oui, mais là, j'ai marqué 3 buts sur 6 tirs. Mais souvent, je dis, mais ça, je n'ai pas besoin que tu me le dises. J'ai vu la vidéo plusieurs fois, j'ai les analyses. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as ressenti pendant le match. Qu'est-ce qui fait qu'à la dernière minute du match, peut-être ton bras a tremblé, peut-être que tu étais fatigué, peut-être qu'émotionnellement, c'est le ressenti qui est important. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de communication. Communication, ce n'est pas se parler. Communication, c'est se comprendre. Et on peut se comprendre avec la voix, on peut se comprendre avec les gestes, mais ce que l'on doit comprendre surtout, ce sont les émotions. Ce n'est pas du domaine de l'intellectuel, c'est du domaine de ce qui se passe dans les sensations, dans l'émotion. Et ça, c'est extrêmement important. Et à partir du moment où vous détectez chez vos collaborateurs, ou eux-mêmes détectent chez vous, parce qu'il faut accepter que ce soit à double entrée, quelles sont vos sources de motivation profondes, celles que des fois vous n'osez pas poser sur la table, parce que ça ne fait pas bien. Un sportif, il vous dira jamais, moi, aujourd'hui, je veux réussir socialement, je veux gagner beaucoup d'argent, parce que je veux mettre ma famille à l'abri du besoin. Ça, vous ne le verrez quasiment jamais dans la presse. Et même, je vais plus loin, regardez ce qui se passe. Dernièrement, on a fustigé des sportifs parce que ils gagnaient beaucoup d'argent, ils voulaient en gagner encore plus. Alors on dit, ils ont l'appât du gain. Mais peut-être faut-il connaître leur fêlure profonde. Peut-être qu'ils ont vu leurs parents à des moments donnés, issus de milieux extrêmement modestes, et ce n'est pas l'argent que vous avez, c'est la perception de l'argent que vous avez, c'est la perception du manque qui est importante. Et donc, là où je voudrais beaucoup insister sur la communication, c'est que ce qu'il faut percevoir, c'est ce que les gens ont au plus profond d'eux-mêmes. Et pour ça, il faut passer beaucoup de temps à écouter. Et il faut, de temps en temps, excusez-moi Christophe, se libérer des outils. Quelquefois, les outils sont un problème à la compréhension mutuelle. Parce qu'à un moment donné, on veut tout justifier par l'image et par la statistique. Et la compréhension des individus dépasse le cadre des outils. Les outils sont des outils qui permettent l'expression, mais on ne doit pas s'arrêter aux outils. Voilà par exemple un des points que je voulais développer. Il y en a un deuxième et après je clôturerai. Je l'ai dit avant que
Je suis toujours un peu inquiet quand on fait des interventions sur le management, parce qu'il y a quelque chose que j'ai en horreur, c'est quand on positionne des styles de management, en gros en disant, voilà, c'est la référence absolue, c'est le modèle idoine du management. Vous savez, il y a une espèce de mode par rapport à ça, quelque part. Moi, je pense qu'il y a autant de management finalement qu'il y a de managers. Chacun doit adapter un petit peu toutes ces méthodes, et ce qui est très intéressant dans des soirées comme ça, c'est que justement ça nous ouvre l'esprit sur d'autres méthodes, sur d'autres approches, et c'est chacun après qui se construit son propre type de management. Ce que je voudrais revenir, qui n'a peut-être pas été beaucoup illustré, c'est la gestion du moment. Je crois qu'on manage avec des convictions, mais on manage aussi en fonction des moments dans lesquels on se trouve. Le management, c'est une adaptation à un environnement, mais c'est une adaptation aussi au moment. Et moi, il y a une théorie que j'utilise beaucoup, dont on se sert beaucoup dans le sport. C'est dans le sport, on a 3 temps. On a ce qu'on appelle le temps neutre, c'est-à-dire, en gros, je vais vous l'illustrer bêtement, il ne se passe rien, quoi. C'est-à-dire que le score, c'est 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Bon, voilà. Le match se déroule, mais il ne se passe pas grand-chose en termes de basculement des rapports de force. Et puis après, vous avez ce qui commence à être beaucoup plus intéressant pour les managers, c'est le moment où les rapports de force basculent. C'est ce qu'on appelle la gestion des temps forts et la gestion des temps faibles. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas manager pareil en temps fort et en temps faible. Et si je donnais l'illustration de la crise, qui était un temps faible, un temps difficile, un temps faible, en voile, on dirait, on baisse les voiles, on baisse la voilure et on pilote plus tranquille. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qu'a fait la région. C'est-à-dire qu'on était en situation difficile, et on a essayé d'accompagner le plus possible les gens qui étaient en difficulté, les entreprises, mais pas que les entreprises. On a essayé de les accompagner en les rassurant sur l'immédiat et en leur disant il y a des perspectives demain, il y a d'autres perspectives. Et maintenant, on n'est pas encore dans le temps fort, mais on est dans le moment où on va passer du temps faible au temps fort. Et là, il faut mettre en avant quelque chose qui me paraît très, très, très important. C'est l'audace. C'est-à-dire que à un moment donné, autant le temps faible, il faut savoir de temps en temps ralentir l'activité, il faut savoir de temps en temps ralentir, prendre son temps, ne pas se précipiter. Autant quand on commence à sortir et quand on voit que l'horizon s'éclaircit, là, il faut faire preuve d'audace, parce que c'est à ce moment-là qu'on construit l'avenir de demain. En tout cas, c'est ce que la région essaye de faire. Et donc, si j'avais un message à passer aujourd'hui aux entrepreneurs, parce que c'est le but, l'horizon s'éclaircit, donc soyez audacieux. Merci beaucoup, Patrice Canaillé. Je pense qu'on peut vous applaudir. Vous pouvez le poser sur un des fauteuils. Bon, nous sommes ravis que vous ayez pu vous libérer. Vous avez vu, vous avez porté une très très belle conclusion à cette longue vue dont nous arrivons au terme. Il est temps pour moi de remercier bien déjà nos intervenants qui nous ont fait la gentillesse de participer à ce rendez-vous. Delphine Orviller, Christophe Carniel, Julien Granata, Philippe Baumard et bien sûr Patrice Canaillé qui nous a fait le plaisir de sa présence. Et puis bien sûr la région Occitanie qui est à l'origine, qui a créé, qui développe cette cité de l'économie et des métiers de demain. Et puis tous les partenaires de cette longue vue, l'Agence régionale de développement économique, ADOC, la lettre M, Montpellier Business School. Je refais un petit focus sur le livre de Julien Granata sur le management libéré que je vous recommande chaudement. L'Université de Montpellier, partenaire au titre de la chaire Edgar Morin. Et puis j'attire votre attention sur un diplôme universitaire dont l'intitulé est Pédagogie du sens, former et manager à la complexité des écosystèmes, qui pourrait vous apporter bien des réponses complémentaires, supplémentaires à ce dont on vient de parler pendant cette longue vue. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à fin octobre 2021 avec Déborah Nourri, la maître de conférence, à l'Université de Montpellier. Merci aux équipes aussi de la Cité, Raphaël Lamoureux, directrice générale de la Cité de l'économie des métiers de demain, Laetitia Montagnier, Alexandra Bouillet, Bettina Mallet, et merci aussi à IDESEN pour la partie technique que vous avez assurée d'une main de maître. Et je vous invite à retrouver le contenu de cette longue vue qui est disponible en replay sur le site internet de la Cité de l'économie des métiers de demain et à télécharger, si vous le souhaitez, l'appli Cité de l'éco-Occitanie pour recevoir toutes les alertes, infos et lives de la Cité. Merci à tous et à très bientôt.